الإرهابية على أرواح مواطنينا وأمن بلدنا. Assad does not have significant military capability. إذا قتلونا معتادا يحددنا. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Les habitants de Zahle ne décolèrent pas, ils sont descendus par dizaines dans les rues de cette localité de la Beka pour dire non aux travaux d'excavation entamés hier soir par le Hezbollah qui installe son nouveau réseau privé de télécom. Cheikh Naïm Qassem accuse à nouveau l'alliance du 14 mars de collaboration avec Israël. Le secrétaire général adjoint du Hezbollah s'exprimait lors d'un forum contre une opération militaire en Syrie. 2 jours après l'accord américano-russe à Genève sur les armes chimiques syriennes, USA, Grande-Bretagne et France réaffirment à Paris leur volonté de mettre en œuvre cet accord d'une façon rapide et concrète. Et à suivre également dans ce journal, l'opération de redressement de l'épave du Costa Concordia a enfin démarré ce matin à Giglio après de forts orages. Coût d'opération sans précédent historique, 600 millions d'euros. Les habitants de Zahle ne décolèrent pas, ils sont descendus par dizaines dans les rues de cette localité de la Beka pour dire non aux travaux d'excavation entamés hier soir par le Hezbollah sur l'autoroute régionale. Le parti chiite installe son nouveau réseau privé de télécommunications et les habitants n'entendent pas céder devant cette nouvelle provocation du Hezbollah. Le député Kataeb de Zahle, Eli Marouni, a entrepris des contacts avec les responsables de la sécurité dans la région afin d'arrêter ces travaux dans les plus brefs délais, mais en vain. Les forces de sécurité locales n'ont pas réagi aux manœuvres du parti chiite. Marouni en appelle aux alliés du Hezbollah, plus particulièrement au courant patriotique libre, à l'ancien député Elis Kaf et au ministre Nicolas Fatouche pour mettre un terme aux travaux. Le chef des forces libanaises, Samir Jarja, a vivement dénoncé les mesures sécuritaires prises par le Hezbollah après l'attentat de Rouès le mois dernier. Depuis l'attentat qui a frappé ce quartier de la banlieue sud de Beyrouth, fief du mouvement chiite, le parti d'Hassan Nasrallah a lancé une vaste opération de sécurité privée dans ses fiefs à travers le pays, avec l'installation de nombreux barrages de contrôle censés détecter toute voiture piégée. Selon Jarja, ces mesures constituent une violation flagrante de la souveraineté de l'État. Le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, a une nouvelle fois accusé ce lundi l'alliance du 14 mars de collaboration avec Israël. Il s'exprimait lors d'un forum contre une opération militaire en Syrie en présence de l'ambassadeur russe au Liban. Qassem a notamment critiqué le chef du bloc parlementaire du courant du futur, Fouad Signora, l'accusant de coopération avec l'Occident pour détruire le régime syrien. La veille, le secrétaire général adjoint du Hezbollah avait également accusé le 14 mars de chercher à constituer, et je cite, un gouvernement de fermiers qui serait dirigé par une puissance étrangère et avec un double objectif, suivre les développements en Syrie, œuvrer à la neutralisation de la résistance et paralyser le pays pour servir les intérêts d'Israël. L'ambassadeur de France au Liban, Patrice Paoli, s'est entretenu ce midi avec le Premier ministre désigné, Tamam Salam, qui peine toujours à former un nouveau gouvernement en raison notamment des divisions entre les diverses partis politiques libanais sur la crise en Syrie. On écoute Patrice Paoli. Voilà, je suis venu rendre visite au Premier ministre désigné, M. Tamam Salam. C'est une visite d'amitié. Je suis venu apporter des messages de la France, un message de solidarité avec le Liban, après tous les drames qui ont frappé le pays pendant l'été, les attentats de Beyrouth, de Tripoli, et donc redire notre solidarité avec le Liban, avec tous les Libanais, redire que la France est toujours présente aux côtés du Liban, réaffirmer aussi notre soutien aux institutions libanaises, au bon fonctionnement des institutions en tant qu'amis du Liban. C'est un message que nous avons porté de façon constante. Il ne nous appartient pas de déterminer dans quelles conditions ces institutions doivent fonctionner, mais nous pensons, nous l'avons toujours dit, qu'il est important que le gouvernement puisse être formé, un gouvernement d'entente, un gouvernement qui rassemble les Libanais pour répondre à tous les défis que le pays doit affronter en ce moment, du fait de la situation régionale, du poids des crises régionales, de l'afflux des réfugiés, des problèmes économiques. Et donc, sans pouvoir dire, ce n'est pas à nous de le faire, la forme du gouvernement, nous pensons qu'un gouvernement est nécessaire pour ces raisons. Donc ce soutien aux institutions passe aussi par un soutien à l'armée.
soutien que nous avons exprimé très concrètement en livrant des matériels à l'armée libanaise pendant l'été, en augmentant notre soutien à l'armée libanaise et soutien aux institutions libanaises, bien entendu aussi, en la personne du président de la République, qui est le garant, le symbole de l'État, de l'unité des Libanais, du Liban. Et donc nous voulons apporter tous ces messages à nos amis. Nous nous mettons en mobilisation et nous regardons donc vers le 25 septembre. Il y aura une réunion importante à New York, création d'un groupe international de soutien au Liban, dont la France avait souhaité, avec d'autres, la création, pour mobiliser toutes les aides de la communauté internationale, tout le soutien qu'on peut apporter aux institutions libanaises, à l'économie libanaise, à notre ami le Liban. Voilà, donc c'est ces messages-là que j'ai portés aujourd'hui. Donc nous restons aux côtés des Libanais pour les soutenir dans tous les efforts. Deux jours après l'accord américano-russe à Genève sur les armes chimiques syriennes, USA, Grande-Bretagne et France ont tenu aujourd'hui à Paris à réaffirmer leur volonté de mettre en œuvre cet accord d'une façon rapide et concrète. Ces trois pays veulent obtenir une résolution forte du Conseil de sécurité de l'ONU pour que Damas respecte l'accord. Le chef de la diplomatie française a également annoncé pour la semaine prochaine à New York une grande réunion internationale avec l'opposition, la coalition nationale syrienne. Nous savons que pour négocier une solution politique, il faut une opposition forte. Nous comptons donc également renforcer notre soutien à la coalition nationale syrienne. Et dans cet esprit, il sera organisé à New York, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies, une grande réunion internationale autour de la coalition nationale syrienne. Nous voulons obtenir du Conseil de sécurité des Nations unies, dans les jours prochains, une résolution forte. Une résolution qui appuiera de toute l'autorité du Conseil le plan de désarmement chimique. Une résolution qui prévoira bien sûr des conséquences sérieuses s'il n'était pas appliqué. Une résolution, enfin, qui réaffirmera clairement que les responsables des crimes commis doivent rendre des comptes. Et tout de suite, la réaction d'Alexandre Adler, spécialiste des relations internationales. Il s'exprimait sur les ondes de nos confrères d'Europe 1. Ah bah oui, c'est la journée de Poutine, c'est la semaine de Poutine. Il est évident que, en renvoyant la négociation à 15 jours, on est en train de gagner du temps et qu'il est très difficile d'imaginer qu'une nouvelle crise, sauf évidemment fausse manœuvre en Syrie, puisse revenir. Donc, en effet, les Russes ont gagné. Ils ont empêché toute représaille sur l'État syrien. Mais ils ont quand même fait une concession importante, puisque tout en prétendant que c'est l'opposition qui a manœuvré ces armes chimiques, ce que personne ne croit, ils ont accepté l'idée que le stock d'armes chimiques soit détruit, séquestré et détruit, ce qui est quand même un pas en avant important. Alors, bien entendu, il faut maquiller ça derrière une intransigeance feinte et puis une certaine fermeté de ton. Ça, c'est le choix de Poutine de paraître comme inflexible. Et les Américains, évidemment, qui demandent des sanctions précises parce qu'ils ont peur que les Syriens s'évadent de ces déclarations en gagnant du temps, insistent sur le fait qu'il faut un mécanisme automatique de sanctions pour que, si jamais les Syriens avaient l'idée de cacher leurs armes chimiques ou de ne pas les donner, eh bien, ils aient à subir, cette fois-ci, une véritable punition de l'ONU. Alors, les Russes vont se faire prier, se faire tirer l'oreille. Je pense néanmoins que nous sommes en bonne voie et que, dans cette affaire, il y aura un compromis. Mais attention, il y a plusieurs étages. Le compromis pratique, je pense qu'il est en marche. En revanche, je pense que Obama ne pardonnera pas facilement à Poutine la façon dont il est en train d'humilier les États-Unis dans une situation difficile. Il y a aussi un après. Et comme disait mon oncle, dans le commerce, le problème n'est pas que le client achète, c'est que le client revienne. Allez, restez des nôtres au retour de la pause. Un ouragan et une tempête tropicale font 20 morts au Mexique.
Retour sur le plateau de l'info, nouvelle nuit de violence en Turquie où la police a chargé des militants qui cherchaient à s'approcher du siège de l'AKP, le parti au pouvoir. Ce regain de tension a été causé par la mort la semaine dernière d'un jeune protestataire de 22 ans tombé d'un immeuble. La police dit ne pas être responsable de ce qu'elle qualifie d'accident. La famille de la victime affirme qu'il a reçu une bombe lacrymogène à la tête. Depuis, affrontements et arrestations se multiplient à Istanbul, mais aussi dans plusieurs autres grandes villes du pays. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, l'opération de redressement de l'épave du Costa Concordia a enfin démarré ce matin à Giglio après de forts orages. Coût de l'opération sans précédent historique, 600 millions d'euros. C'est sur cette petite île toscane que le bateau de près de 290 mètres de longueur et haut comme un immeuble de 10 étages s'était échoué le 13 janvier 2012, faisant 32 morts. Le procès du capitaine du navire poursuivi pour homicide involontaire et abandon de poste est toujours en cours. 5 co-accusés ont été condamnés à des peines allant de 2 ans et 10 mois et 1 an et 6 mois de prison. Au Mexique, au moins 20 personnes ont été tuées et plus de 8000 évacuées en raison d'intempéries provoquées par l'ouragan Ingrid et la tempête tropicale Manuel. D'importantes précipitations se sont déversées sur le pays ces dernières heures, provoquant inondations et glissements de terrain. La fête de l'indépendance a été annulée dans plusieurs villes. Lawrence Summers se retire de la course à la présidence de la Fed. L'ancien secrétaire au Trésor de Bill Clinton et ex-conseiller économique de Barack Obama a jeté l'éponge, jugé trop proche de Wall Street. Il était pourtant le nom le plus cité pour succéder à Ben Bernanke, donc le second mandat expire en janvier. Janet Yellen, actuelle numéro 2 de la Réserve fédérale, est désormais la grande favorite. Et l'armée philippine a lancé ce lundi des frappes aériennes contre les indépendantistes musulmans qui attaquent depuis une semaine une grande ville du sud de l'archipel. Les insurgés sont des dissidents du Front de Libération Nationale Moro. Ils n'hésiteraient pas à se servir de la population comme bouclier humain. Le FLNM négocie actuellement un accord de paix avec Manille. Un incendie a fait rage ce lundi pendant 5 heures dans un sous-marin nucléaire en réparation sur un chantier naval proche de Vladivostok, en Extrême-Orient russe. Aucune victime n'est à déplorer, il n'y a pas de fuite radioactive, disent les autorités. Les niveaux de radiation détectés dans la région sont dans la norme. L'incendie a été provoqué par une réparation au chalumeau dans un réservoir du sous-marin. Selon la société qui gère le chantier naval, les réacteurs nucléaires qui alimentent le submersible avaient été arrêtés avant qu'il n'arrive à quai et sont en bon état. Et avant de nous quitter, c'est une grande première, une très grande première qui restera sans nul doute dans les annales, pour le meilleur et pour le pire, pour la première fois de son histoire. L'élection de Miss America organisée hier à Atlantic City a couronné une jeune étudiante américaine d'origine indienne, Nina Davuluri. La Miss New York en titre, âgée d'à peine 24 ans, a séduit le jury et le public grâce à sa beauté et grâce également à une danse indienne effectuée sur scène. Mais si la joie était au rendez-vous pour la nouvelle représentante du pays de l'oncle Sam, les réactions de nombreux Américains sur les réseaux sociaux ne devraient pas la laisser insensible. Sachez que de nombreux messages à caractère raciste sont en effet apparus sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter et Facebook. Restez des nôtres pour la suite de vos programmes et avant de se quitter, tout de suite le rappel des titres. Les habitants de Zahle ne décolèrent pas, ils sont descendus par dizaines dans les rues de cette localité de la Beka pour dire non aux travaux d'excavation entamés hier soir par le Hezbollah qui installe son nouveau réseau privé télécom. Chernaim Kassem accuse à nouveau l'alliance du 14 mars de collaboration avec Israël. Le secrétaire général adjoint du Hezbollah s'exprimait lors d'un forum contre une opération militaire en Syrie. 2 jours après l'accord américano-russe à Genève sur les armes chimiques syriennes, USA, Grande-Bretagne et France réaffirment à Paris leur volonté de mettre en œuvre cet accord d'une façon rapide et concrète. Et l'opération de redressement de l'épave du Costa Concordia a enfin démarré ce matin à Giglio après de forts orages. Coût de l'opération sans précédent historique, 600 millions d'euros. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. À demain. من حفظ القيم
القيادة السورية على أرواح مواطنينا وأمن بلدنا. Assad does not have significant military capability. إذا قتلونا مع اليابان يحددنا.